Présent à Puitenga dans le centre-est pour la deuxième édition du marathon de paix, le Premier ministre a échangé avec les forces vives de la région. Au centre des préoccupations, la lutte contre le terrorisme. Maître Apollinaire Kielem de Tambela rassure, le Burkina viendra à bout du terrorisme sans négociation aucune avec les forces du mal. Nous serons à Puitenga en début de journal. À Ouagadougou, l'armée burkinabèse s'incline sur la mémoire des combattants qui ont donné de leur vie pour la nation. Une cérémonie d'hommage aux martyrs ce 2 novembre à travers un dépôt de gerbes de fleurs au rythme de l'hymne aux morts. Nous serons à la place de la nation dans un instant. Dans cette édition, vous aurez aussi les échos du 34e Tour du Faso. La 7e étape a été courue entre Koudougou et Boromo. C'est le Marocain Adi Al-Arbaoui qui a remporté cette étape, mais le maillot jaune ne change pas d'épaule. Il reste pour Paul Domo arrivé 5e à cette étape. Voilà qui fait la une de cette édition. Bonsoir et merci de nous suivre ce week-end. Le Premier ministre, Maître Apollinaire Kielem de Tambela, a pris part à la cérémonie de la deuxième édition du marathon de paix de Puitenga. Dans le centre-est, lors de son séjour, le chef du gouvernement a pu échanger avec quelques autorités locales un moment pour partager des informations en lien avec la lutte contre le terrorisme et surtout démentir cette rumeur selon laquelle le Burkina Faso discuterait avec les forces du mal. Il n'en est rien, a précisé le chef du gouvernement qui rassure que la fin de cette guerre est pour très bientôt. Tous les détails avec Michael Tougri et Wendla Sida Kabouri. À Puitenga, dans le centre-est, Maître Apollinaire Kielem de Tambela aborde tous les sujets. Développement, économie et sécurité sont discutés avec quelques représentants de la localité. Et il fallait s'y attendre, aucun sujet n'est tabou pour le Premier ministre. Et dans ce langage de franc-parler, le patron du gouvernement peut avancer à son auditoire des délais pour la fin du terrorisme au Burkina Faso. Maître Apollinaire Kielem de Tambela va donner des précisions sur des éventualités du Burkina Faso à négocier avec les terroristes. Il n'en est rien, rassure le chef du gouvernement. On a espoir que d'ici la fin de l'année ce problème de terrorisme là sera réglé. Vous avez dû entendre, il y a certains qui ont prétendu que on est en train de négocier avec les terroristes là. Le vrai problème c'est quoi? Vous avez des terroristes effectivement qui veulent déposer les armes. Ils veulent déposer les armes. Et c'est eux qui font fuiter comme quoi il y a des négociations en cours. Sinon nous, on ne négocie pas avec les terroristes. La position est claire. Et le président l'a dit, s'il y a des terroristes qui veulent rendre les armes, ils les rendent à nos conditions. On ne négocie pas avec les terroristes. Donc il n'y a jamais eu des tentatives de négocier où que ce soit. Dans la lutte contre ces groupes armés terroristes, le Burkina Faso a dû faire face à des difficultés, notamment celle de l'inviolabilité des frontières. Selon le Premier ministre, des groupes armés attaquaient le pays pour ensuite se réfugier au Niger, pays frontalier du Burkina. Impossible donc de franchir la frontière. La chute du président Bazoum et la collaboration avec les nouvelles autorités ont permis de changer la situation dans la traque des groupes terroristes désormais acculés selon Maître de Tambela. On avait des problèmes effectivement parce que au Niger, il n'y avait pas de possibilité de poursuite. Par bonheur, Bazoum est parti. Voilà, donc maintenant, avec les autorités du Niger actuelles, on s'entend très très bien sur le plan de la lutte contre les terroristes. Maintenant qu'on a les droits de poursuite, si vous frappez et puis vous partez pour vous réfugier au Niger, non seulement les Nigériens vont vous rejoindre, mais nous aussi, on va vous poursuivre. La sécurité sera assurée. On peut nous battre entre nous maintenant, mais dans la paix. Quand tu sors, tu saches que tu peux revenir en paix, etc. Que tu ne sors pas des angoisses. Est-ce que je ne serai pas attaqué ici, etc. Voilà. On veut régler ce problème-là d'abord. Donc l'essentiel pour nous, c'est sur ce point-là. Donc sur le plan de la sécurité, vous pouvez être sûr que nous sommes là-dessus et le travail est en train d'être fait.
Pour l'instant, le Burkina a reçu seulement 10% de sa commande en armement selon le Premier ministre. La priorité pour le pays est la reconquête du territoire national et la réinstallation des personnes déplacées internes dans leur localité d'origine. Une fois la guerre finie, les milliards qui devront être investis pour l'achat de l'armement sera réorientés vers le développement. Au lendemain de la célébration du 63e anniversaire des forces armées nationales, l'état-major sacrifie au rituel d'hommage aux soldats tombés les armes à la main pour protéger le Burkina Faso. Ce matin donc, l'ensemble des forces militaires et paramilitaires se sont retrouvés à la place de la nation, ici, dans la capitale burkinabé. Un devoir de mémoire et un nouvel engagement pour intensifier les combats pour le retour de la paix au pays des hommes intègres. La cérémonie en son et en images, c'est avec Alexis Winkouni Belemnaba. Le chef d'état-major général des armées, le général de brigade Célestin Semporé, rend hommage aux forces de défense et de sécurité tombées sur le champ d'honneur pour la patrie. Une tradition perpétuée ici à la place de la nation par les forces armées nationales en la mémoire des devanciers, ceux qui sont tombés les armes à la main pour la reconquête et la sauvegarde de l'intégrité nationale. Pour le général de brigade Célestin Semporé, cette cérémonie n'est pas anodine. Elle revêt tout le sens réel de l'engagement des forces armées nationales dans cette lutte contre l'hydre terroriste. C'est un sacerdoce et un engagement à lutter jusqu'au sacrifice suprême qui est la mort. Et ceux que nous magnifions aujourd'hui ont accompli leur devoir. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire et c'est une obligation pour nous de continuer à les commémorer, de nous rappeler d'eux, se souvenir, parce qu'ils ont combattu pour nous. Et il est de notre devoir également de combattre et de lutter jusqu'à la mort pour les générations à venir. Étaient présents des chefs d'état-major d'armée et assimilés, des directeurs généraux des forces de sécurité intérieure, des officiers et sous-officiers, des soldats de rang et des forces paramilitaires, tous pour ces actes pleins de solennité. Une occasion saisie par le général de brigade pour rappeler à tous les engagés la poursuite des assauts contre les forces obscurantistes. Plus d'abnégation, plus d'engagement et plus de détermination, car les choses ne feront que commencer. Notre souhait est que l'année prochaine, on fasse ces célébrations avec la lutte contre le terrorisme derrière nous. Et je pense que nous sommes sur la bonne voie avec l'inspiration, avec la clairvoyance et la vision du chef de l'État, président de la transition, chef suprême des armées. À l'adresse des veuves, orphelins et les victimes, c'est la compassion qui leur est traduite par le général Célestin Semporé. Et également aux blessés que nous avons rendu visite hier à la clinique du centre médical du camp de la Mizana. Nous leur souhaitons un prompt rétablissement. Et comme je l'ai dit, ces militaires, ces civils, ces VDP qui sont tombés les armes à la main pour nous permettre de poursuivre la lutte, nous leur rendons un grand hommage. C'est des véritables héros et nous devons nous inspirer de leur modèle pour libérer le Burkina, pour développer le Burkina, pour le bonheur de nos fils, de nos arrière-enfants. À l'endroit de la jeunesse, le général de brigade l'invite davantage à l'engagement et à l'abnégation au travail pour un avenir plus radieux du pays au bonheur des générations futures. Pour cette cérémonie d'hommage en la mémoire des soldats tombés sur le champ d'honneur pour la patrie, une prière a été dite par l'aumônerie militaire. Une première pour l'armée à l'occasion de ces solennités. L'actualité, c'est aussi cet atelier de concertation entre les partenaires humanitaires intervenant dans la gestion des réfugiés au Burkina et les acteurs du ministère en charge des Affaires étrangères, de la coopération régionale et des Burkinabés de l'extérieur. Une rencontre pour renforcer la coordination de l'action humanitaire destinée aux réfugiés du Burkina. Olivia Rwamba et ses collaborateurs entendent donc intensifier les actions afin de répondre aux besoins vitaux de ces derniers. Le point de la rencontre est signé pour vous, Sanata Siri. Le nombre des réfugiés s'est accru au Burkina Faso au cours de ces dernières années. À la date du 30 septembre 2023, le pays enregistre plus de 37 700 réfugiés.
C'est en vue de répondre aux besoins fondamentaux de ces personnes, notamment en matière de protection, de santé et de sécurité alimentaire, qu'est initié ce cadre de concertation avec les partenaires humanitaires intervenant dans la gestion des réfugiés au Burkina Faso. L'objectif de cette rencontre, c'est d'échanger en vue de renforcer la coordination de l'action humanitaire destinée aux réfugiés au Burkina Faso, surtout dans ce contexte sécuritaire difficile. Ce cadre de concertation revêt à cet effet une importance capitale. En organisant cette rencontre, le ministère en charge des Affaires étrangères, à travers le secrétariat permanent de la Commission nationale pour les réfugiés, vous offre l'occasion de partager vos expériences, de discuter de meilleures pratiques et de renforcer la coordination des diverses actions entreprises dans le domaine des réfugiés. En travaillant de concert, nous pouvons maximiser l'impact de nos actions et offrir un espoir réel aux réfugiés dont la vulnérabilité est exacerbée par la situation sécuritaire et humanitaire que vit le Burkina Faso. Il s'agira donc pour ces acteurs au cours de la présente rencontre de présenter la situation actuelle des réfugiés au Burkina Faso et d'échanger sur les défis liés à la collaboration et à la coordination des actions de l'ensemble des acteurs en charge de la protection internationale pour une meilleure assistance aux réfugiés. Aujourd'hui, les défis qui se présentent sont énormes. Le premier défi est le défi sécuritaire, donc le défi d'accès à ces populations. Environ 80% de cette population réfugiée vit dans le Sahel, principalement dans les localités de Dori, de Djibo, Gorom, Déou, Arbinda et j'en passe. Et donc le premier défi pour nous est un défi d'accès sécuritaire à ces populations. Le deuxième défi, c'est le défi de la rareté des ressources. Les ressources se font de plus en plus rares et il nous faut planifier avec peu de ressources pour beaucoup de populations. Donc cela nous interpelle et nous devons pouvoir planifier intelligemment pour répondre aux nombreux besoins de ces populations-là. Prennent part à cette rencontre d'échange des acteurs du domaine humanitaire issus de la Commission nationale pour les réfugiés et des ministères concernés, ainsi que des partenaires techniques et financiers. Il est attendu d'eux des échanges fructueux et des solutions en conséquence afin de garantir une meilleure protection des réfugiés au Burkina Faso. Le secteur du froid est à l'honneur à Ouagadougou à l'occasion de la 3e édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération. C'est donc parti pour 3 jours d'exposition et d'échange autour de la climatisation et de la réfrigération. L'association des professionnels de ce domaine est l'initiatrice de l'événement. Elle est convaincue que le secteur du froid pourrait être une alternative pour le développement et l'autosuffisance alimentaire au Burkina. La cérémonie d'ouverture du dit salon est intervenue ce matin. Suivant. Du 2 au 4 novembre 2023, les acteurs de la chaîne du froid et de la réfrigération se donnent rendez-vous à la 3e édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération de Ouagadougou, SICRO. Organisé par l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation, il vise la sensibilisation du grand public sur l'importance des technologies du froid dans la vie quotidienne ainsi que dans les politiques du développement. Avec pour thème « Secteur du froid », un métier pour la jeunesse africaine avec des enjeux économiques, énergétiques et environnementaux majeurs pour le développement, ce salon est une opportunité d'affaires pour les professionnels et les acteurs du domaine. Pour Eli Ouedraogo, président de l'association des professionnels et acteurs du froid et de la climatisation, l'industrie du froid ne se limite pas seulement à la climatisation et à la réfrigération, mais elle est le moteur de l'innovation, de la croissance économique et de la préservation de l'environnement. Notre secteur offre un potentiel immense pour la création d'emplois, en particulier pour notre jeunesse talentueuse. Les enjeux énergétiques ne peuvent être ignorés. L'efficacité est au cœur de notre métier et nous devons continuer à innover pour minimiser notre impact sur l'environnement tout en répondant aux besoins croissants de la climatisation et de la réfrigération. Enfin, l'aspect environnemental est d'une importance capitale. Le réfrigérant que nous utilisons a un impact sur le changement climatique. Nous devons promouvoir des alternatives respectueuses de l'environnement et c'est un défi que notre secteur doit relever de manière proactive. Le SICRO s'inscrit dans la vulgarisation du secteur du froid et de la climatisation au Burkina Faso et en Afrique. Pour les acteurs du domaine, le secteur du froid est transversal car il intervient dans tous les domaines de la vie humaine. Il faudra alors se pencher sur la question pour un développement véritable des pays africains.
Selon Madi Sakandé, président de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation, à travers ce salon, des sensibilisations sont faites aux décideurs pour avoir des politiques qui permettront le développement du secteur du froid. Le froid n'est pas accessible parce qu'il y a des taxes élevées sur les appareils de froid, parce qu'on a erronément considéré le froid comme un luxe. Et donc déjà, quand nous ne produisons pas des produits de luxe chez nous, on met des taxes élevées pour l'importation du froid. Ce qui fait que déjà les appareils de froid, quand ils arrivent, ils sont excessivement chers puisqu'on a considéré que c'est pour les riches. Donc il va falloir comprendre que le froid, au contraire, c'est une nécessité absolue de développement et revoir ces politiques-là qui ont fait du froid un luxe. Cette troisième édition du Salon international de la climatisation et de la réfrigération est placée sous le patronage de Boubacar Savadogo, ministre du Sport, de la Jeunesse et de l'Emploi. Pour Asmane Savadogo, représentant le ministre, le département en charge de la jeunesse soutient cette initiative qui se veut être un cadre d'échange sur le secteur du froid. Un secteur qui, selon lui, joue un rôle majeur dans le développement économique du pays. Le froid, son importance n'est plus à démontrer. Et pour notre département, naturellement, on travaille beaucoup avec le froid parce que nous avons aussi, ne serait-ce que pour comment on appelle, la santé de nos sportifs. Vous savez qu'on fait appel à la médecine et la médecine a énormément besoin de froid et nous ne pouvons que soutenir donc cette activité. En tout cas, félicitations encore aux organisateurs. Je crois qu'ils ont vu juste en les créant. Des panels et des expositions sont les activités au programme de ces rendez-vous des acteurs du froid et de la climatisation. Il faut rappeler que cette édition du Sucro se tient concomitamment avec l'Assemblée générale ordinaire de l'Union des associations africaines des acteurs de la réfrigération et de la climatisation. La transition actuelle peut désormais compter avec la cellule des étudiants de la région du centre, membre de la Fédération Burkina Rempart. Face à la presse ce jeudi, ces étudiants ont défini clairement leur position vis-à-vis de la transition burkinabé. Ils ont exprimé leur soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Ces jeunes de la Fédération Burkina Rempart disent apprécier positivement les actions entreprises à l'endroit de la jeunesse et souhaitent même la prolongation de la transition jusqu'en novembre 2025. Le compte rendu est signé à Saint-Sawadgo. Une cellule des étudiants venus de plusieurs universités de la région du centre. Ils sont membres de la coordination estudiantine de la Fédération Burkina Rempart. Dans cette déclaration, ils expriment leur soutien au président de la transition, le capitaine Ibrahim Traoré. Pour eux, les actions entreprises par la transition à l'endroit de la jeunesse burkinabé sont à saluer. C'est un natif natal. Il est né au Burkina, il a étudié au Burkina, il a été formé au Burkina, en dehors de quelques formations militaires qu'il a fait à l'extérieur. Je crois bien que c'est un jeune, malgré la difficulté sécuritaire actuellement, nous voyons qu'au niveau de quelques secteurs que je peux citer, l'agriculture et l'élevage, on sent un changement. Nous les jeunes, au niveau de l'organisation des concours, on sent un vrai changement. Il y avait des partis politiques qui étaient là, et si tu avais le BPC, tu ne pouvais plus composer un concours. Et vous voyez qu'on peut sauter le BPC, un diplôme. Donc, c'est l'occasion. Je crois que si en 1983, on n'a pas pu profiter de l'occasion avec le capitaine Thomas Sankara, c'est vraiment l'occasion pour nous de savoir s'agir. Selon eux, les actions salvatrices et l'engagement patriotique des forces de défense et de sécurité, mais aussi les volontaires pour la défense de la patrie, nécessitent qu'on leur accorde encore du temps pour la libération totale du pays des mains des terroristes. Ils demandent d'ailleurs la prolongation de la transition jusqu'en 2025. Si vous constatez, quand il y a une situation quelque part, le président envoie des émissaires vers ces institutions-là pour trouver une solution, souvent des consensus. Sinon, actuellement, le président œuvre pour vraiment la cohésion sociale. Voilà. Donc c'est pourquoi ces jeunes étudiants sont sortis aujourd'hui pour dire oui à Ibrahim Traoré, oui à la transition, oui à la prolongation de la transition au Burkina Faso. Au regard de toutes ces actions salvatrices et au vu de l'engagement patriotique de nos vaillants FDS et BDP qui ont encore besoin d'un temps précieux pour la libération totale du pays des mains des terroristes. Nous suggérons vivement au peuple burkinabé la prolongation de la transition jusqu'en 2025 pour le retour réel de la sécurité
et de la paix au Burkina. La cellule des étudiants de la région du centre, membre de la Fédération Burkina Rempart, salue la concrétisation du programme d'entrepreneuriat communautaire par l'actionnariat populaire porté par l'APEC, la révision des taxes fiscales sur les entreprises françaises, la suppression de l'accord d'exonération fiscale avec la France et la révision du statut de la SOSUCO. À présent, les échos du Tour du Faso 2023. La 7e étape courue entre Koudougou et Boromo, long de 122,8 km, a été remportée par le Marocain Adi Al-Arbaoui. Paul Domon, lui, est arrivé 5e, mais reste le détenteur du maillot jaune. Rejoignons à présent notre envoyé spécial sur le Tour du Faso à Samitiem Touré. Pour cette étape à Koudougou-Boromo, la course a été stratégique pour le Burkina Faso. Paul Domon et ses coéquipiers ont choisi de contrôler la course pour mieux canaliser leurs énergies. Le premier point chaud disputé à Sabou a été décroché par Bourema Nana. Il continue dans sa chevauchée jusqu'à Tita où il remporte le deuxième point chaud. Au troisième point chaud épuisé, il se fait coiffer par le Camerounais Nounawe Rodrigue. Au sprint final à Boromo, c'est le Marocain El Aoui Abdine qui passe en tête, suivi du Belge Router Routger. Paul Domon, le Burkinabé détenteur du maillot jaune, conserve toujours son maillot sur ses épaules tout de même. On vient de finir la 7e étape et on conserve toujours le maillot jaune. Donc vraiment on est content du travail qu'on a abattu. Parce qu'on a vu que dès le départ à Koudougou, vraiment on n'a pas été épargné par les attaques, les chutes et les crevaisons. Donc vraiment ça a été difficile. Ensuite on a fait preuve de sang-froid. Et voilà, jusque dans le final on a pu conserver le maillot. Avec 26 secondes d'avance, il n'y avait pas lieu de courir derrière les victoires d'étape selon le directeur technique national. Les consignes ont été donc respectées selon lui. Et aujourd'hui les consignes étaient simples. Vous savez qu'on a le maillot jaune et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut contrôler. C'est ce que nous avons fait. Et avec aussi comme objectif la gérance comme on appelle des énergies de Paul Domon. Donc on a essayé d'aller les sprints, les bonifications. Les 3 bonifications, on a essayé de les faire, ça a marché. Et pour le conserver un peu et arriver, le sprint final, il a eu des forces aussi sans problème. Mais vous savez aussi que le contrôle, il y a eu beaucoup. Vous avez vu les Marocains qui ont, dès les premières heures, qui ont mis le feu et qui a été vite annulé. Ensuite, il y avait les Camerounais et à la rentrée ici, vous avez vu aussi les Belges. Donc les consignes étaient simples, il ne faut pas laisser partir, il faut contrôler la course jusqu'à la fin et tout en protégeant le leader. Et c'est ce que les étalons cyclistes là, ils ont bien voulu faire. Natif de Bobo-Dioulasso, à l'occasion de la 8e étape, Paul sera chez lui. Ayant toujours le maillot jaune, le maillot le plus convoité sur ses épaules, il promet de le conserver pour les amoureux de la petite reine de la ville de Sia. Déjà, essayer de conserver le maillot à Bobo, je pense que ce sera déjà une énorme satisfaction. Et voilà, pourquoi pas la victoire d'étape. Mais franchement, je n'ai plus ça en tête. On est en fin de tour, tous les organismes sont fatigués. Donc il ne va pas falloir cramer beaucoup d'énergie. Il va falloir en garder quand même un peu sous la pédale pour les étapes qui restent. Paul garde également le maillot vert, le maillot au point et se fait arracher le maillot des sprints intermédiaires par le Camerounais Nounawe Rodrigue. Le temps mis pour cette étape longue de 122 km 800 est de 2h52 minutes 55 secondes et la vitesse moyenne s'élève à 42 km/h. La 8e étape à Bobo-Dioulasso sera un circuit fermé de 102 km. Si nous vivons les différentes étapes de cette édition du Tour du Faso, c'est grâce bien sûr à la présence sur le terrain des équipes de journalistes, reportages, plans, analyses, bref, rien ne leur échappe. Toutefois, cela se fait dans des conditions difficiles, voire dantesques. Plongeons-nous maintenant dans le quotidien de ces reporters du Tour du Faso et c'est toujours avec notre envoyé spécial à Samitiem Touré. On dit toujours qu'il n'y a pas d'événement sans la presse et cette presse est fortement représentée à cette 34e édition du Tour du Faso. Il y a des journalistes de télévision, de radio, de presse écrite et même de web. Ainsi pour relayer l'information au-delà de nos contrées. Mais parfois ce sont ces personnes qui sont reléguées au dernier plan en termes de conditions de travail. Un peu bien, on peut mieux faire pour mettre les journalistes dans les conditions parce que toutes les autorités ne cessent de le dire, il n'y a pas de tour sans médias. Donc il faut mettre les journalistes dans les conditions. Moi particulièrement je couvre le tour depuis 2012-2013.
quand le pays était normal, on nous a toujours prétexté des conditions difficiles pour traiter les journalistes comme on voulait. Ensuite, sous la transition, c'était pareil jusqu'à aujourd'hui. Donc, le temps passe, mais les conditions de traitement des journalistes ne changent pas, malheureusement. Le travail se passe bien, même si on doit reconnaître que c'est dans des conditions parfois difficiles, des conditions parfois dantesques au regard donc, de certaines conditions qui nous sont offertes pour le travail. Mais dans l'ensemble, on peut dire que tout se passe bien. Pour permettre aux téléspectateurs de vivre le tour en images, ces journalistes et reporters d'images font parfois l'impossible. Perchés sur une moto d'agent de sécurité avec une vitesse de plus de 80 km/h, sans ceinture de sécurité, ils vont à la chasse des vidéos. Tous les moyens et postures sont bons pour pouvoir faire le travail en oubliant le risque. Et cela dans l'objectif de montrer de bout en bout les péripéties de la course. Le travail de cadreur consiste à venir très tôt et repérer son motard, soit un gendarme ou un policier, et vous briefez et puis tu lui demandes pour l'étape ce que tu veux. Et voilà, vous vous entendez là-dessus et dès le top départ, et vous embarquez, vous suivez les cyclistes et tout en respectant aussi les règles de la compétition. Un travail passionnant et intéressant qui fait oublier parfois le risque et difficile également dans l'exécution. En ceinture, oui, un peu difficile, mais on s'adapte, comme avec l'expérience, on s'adapte et puis comme c'est des grosses motos, on est juste à leur niveau, on essaie d'être le plus stable possible, faire nos plans, c'est du débrouiller, arriver. Le tout, c'est de mettre vraiment les téléspectateurs le soir dans un confort quand ils te suivent, essayer de leur proposer ce qui est beau. Et parfois on traverse les localités, il y a de beaux paysages, on veut leur faire vivre tout ça. Donc c'est notre souci, c'est notre préoccupation. Donc pour ça, il n'y a pas de sacrifice de trop. En presse écrite, web et en radio, le travail est complètement différent. La radio, appelée communément le média show, doit être au diapason sur toute l'étape afin de pouvoir s'informer. Même chose pour le web et la presse écrite. Pour cela, il leur faut un poste récepteur appelé Radio Tour. D'abord, il y a la radio qu'on n'a pas tout le temps. La radio qui nous sert donc de relais, de courroie de transmission pour avoir les informations avec Radio Tour. Depuis le début du tour, ce n'est que lors de la 4e étape que nous avons eu la radio. Aujourd'hui, à l'occasion de cette 5e étape, on n'aura pas de radio. Donc parfois, c'est difficile. Une autre condition vient donc de tomber. On vient de nous dire à l'instant qu'on ne doit plus s'arrêter au sprint intermédiaire. Là encore, ça ajoute une autre difficulté à notre travail. Un autre aspect très important qui rend le travail des journalistes difficile, c'est la connexion Internet. À la fin du reportage, il est impératif d'avoir une bonne connexion Internet et à un débit élevé pour pouvoir envoyer le reportage à la rédaction, chose qui rend par moment le travail de toute une journée caduque. Il y a des localités où la connexion est vraiment bad et on a du mal en tout cas à envoyer ces informations. Il y a d'autres localités aussi où c'est beaucoup plus fluide et on fait avec parce que le comité d'organisation n'a pas un centre multimédia à chaque arrivée. Donc on fait avec les conditions qu'on a, les conditions de base, mais parfois c'est difficile. Ajouté à cela, il faut noter que la prise en charge des journalistes depuis belle lurette est dérisoire. Un point également qu'il va falloir changer sérieusement pour mettre à l'aise ceux-là même qui rendent visible ce grand événement sportif. Et c'est donc sur cette actualité sportive que se referme cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Bonsoir.